Eh bien, écoutez, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour cette troisième matinée de la 34e édition du Salon international du livre de montagne de Passy. Cette première rencontre de la journée est consacrée aux guides. Être guide à Chamonix ou n'être rien, être guide à Chamonix ou être guide ailleurs, tout est la question. Alors, le terme de guide, le mot de guide peut se comprendre au masculin et au féminin. Là, on vient de faire remarquer effectivement que c'était une table ronde essentiellement masculine, mais ce n'est pas intentionnel. C'est d'autant moins intentionnel que dans les essais ou les romans de nos invités, les femmes tiennent une part vraiment très importante dans leur inspiration respective. Donc, pour mieux connaître ce que sont les guides, ces gens qui accompagnent, qui soutiennent, qui emmènent, qui protègent leurs clients ou leurs amis, eh bien, nous avons, et qui préservent la vie et qui sauvent la vie de leurs clients et sauvegardent la leur en gagnant la vie. Nous avons invité Denis Ducrot, qui est guide de haute montagne, qui est écrivain, qui a été président de ce salon il y a quelques années et qui publie cette année une biographie d'un guide remarquable qui s'appelle Valérie Babanov aux éditions Catherine d'Estivelle, édition du Mont Blanc, et il nous racontera tout à l'heure quelle est cette démarche de solidarité envers un guide venu d'ailleurs et qui a trouvé à Chamonix toutes les solidarités possibles. Nous avons Guillaume Desmurs, qui est journaliste et qui signe aux éditions Guérin un roman intitulé Saskia, et qui est un roman sans concession et un roman aussi d'anticipation dont il nous parlera tout à l'heure. Carnet de guide de Simon Parcot et Paul de Châtel-Perron, un carnet de guide qui fait le portrait d'un certain nombre de personnages importants de la profession de guide, avec un certain nombre de portraits de femmes. Donc, il nous dira tout à l'heure de quelle façon il a pu s'en inspirer. Arrigo Lessana, que l'on connaît bien, qui est alors lui un alpiniste amateur et qui se repose beaucoup sur les guides qui lui ont fait découvrir le massif et qui publie cette année Oser fuir aux éditions Exil. Michael Siboni, dont le premier roman Marguerite et le Mont Blanc est une autre façon d'aborder la montagne et une autre conception peut-être de la notion de guide. Et puis Grégoire Domenac, Refuge au crépuscule, un roman qui se passe dans un pays lointain, mais où l'on retrouve la figure d'un guide de Chamonix. Alors, je voudrais d'abord m'adresser à Denis Ducrot. Donc, Valérie Babanov, c'est un jeune homme russe qui est arrivé à Chamonix sans parler le français, sans connaître personne, et qui a été adopté par la communauté chamonniarde, ce qui est un exploit. Déjà un premier exploit avant les 2 piolets d'or qu'il a pu avoir ultérieurement. Ça devrait. Oui. Bon, ben, merci et bonjour à tous. Là, je suis un peu pris au dépourvu parce que, oui, j'ai écrit la biographie de Valérie Babanov, qui est un alpiniste russe né en 64, qui a 60 ans aujourd'hui, qui vient de finir le K2 la semaine dernière. C'est très bref comme présentation et c'est tout à fait insuffisant parce que tout ce que ce garçon avait à me raconter dépasse de 100 fois l'accès au métier de guide tel qu'on le connaît habituellement. Seulement que, comme c'est moi qui inaugure le discours là, il faut que je fasse un rapprochement avec le métier de guide. Alors comment vous dire, pour intéresser à la vie de cet homme, le rapport avec le métier de guide? Il est devenu guide GMHM, enfin École nationale, après un périple que personne ne pouvait imaginer. Il est né dans l'Union soviétique en 64. Il a vu l'effondrement de l'Union soviétique. Il a dû survivre à cet effondrement face à un capitalisme sauvage qu'on a très mal compris en Europe.
où, grosso modo, la prégnance des prédateurs était telle que la montagne devenait presque moins dangereuse que de gagner sa vie. Il a trafiqué, alors qu'il était maître d'escalade et de montagne au sein de l'armée soviétique. Il a commencé par s'affranchir des codes de l'Union soviétique où on ne concevait l'alpinisme que de façon collectiviste. En s'affranchissant de l'impératif de ne jamais grimper en solo. Lui s'était rendu compte que les Occidentaux le faisaient. Il avait des compétences qu'il estimait à peu près identiques, mais s'il avait tenté le moindre solo sur les sommets de l'immense Union soviétique, il aurait été radié des cadres et interdit de refuge. Donc il ne risquait pas de s'y risquer. Il a découvert le solo en se disant, puisque tout s'effondre, pourquoi pas les normes qu'on m'impose. Ça lui a tellement changé la vie qu'il a décidé de venir en Europe pour voir s'il était capable de se comparer avec ceux qui, en Europe, gagnaient leur vie avec des sponsors. Il est tombé amoureux de Chamonix, où il est arrivé d'une façon mais rocambolesque, grâce à une invitation de la Fédération française de la montagne. Il ne parlait pas un mot de français, quasiment pas un mot d'anglais. Il est arrivé sur un malentendu complet, en empruntant du pognon, et il a commencé à faire parler de lui, en se disant, si je vaux quelque chose, un jour ça arrivera. Il a tellement bien développé son truc que, en gagnant sa vie sur place, avec les moyens qui leur étaient imposés, je vous la fais brève, mais ça allait du trafic de vêtements faits en Chine à travers le Kazakhstan qu'il ramenait avec des bagages quand il rentrait de ses séjours dans le Tian Shan ou le Pamir, jusqu'à chez lui à Omsk, parce qu'il est né à Omsk, à 100 km de la première colline, c'est plein de tout. Mais il était passionné d'alpinisme, il a réussi dans le système soviétique à devenir le sommet du niveau possible, il en avait fait sa profession. Tout ça s'est effondré, il a décidé de le transposer à l'Occident et il est devenu le premier piolet d'or récompensé pour l'ascension du Méro-Pic en solo, récompense remise par Chris Bonington soi-même. Pour arriver à financer son système, il est passé de la petite contrebande de cotonnade au trafic de nourriture, en allant acheter des yaourts en quantité industrielle à Saint-Pétersbourg, et en les ramenant en 3 jours de train jusqu'à Omsk, en protégeant ses cargaisons, soit en camion parfois, soit en train, avec une Kalachnikov. Il a dû composer avec la pègre locale en essayant de sauver sa vie. Et il a passé le diplôme de guide parce que quand il est arrivé en Occident, on lui a dit oui, vous savez grimper en Union soviétique, mais vous ne savez pas vous occuper de clients parce que vous êtes obligé de toujours grimper en cordée homogène. Donc pour le mettre au parfum de ce qu'était la responsabilité d'un guide dans le domaine de l'Union internationale des associations de guides, il fallait qu'il apprenne ça. Il est passé à l'ENSA, pour ça il a dû apprendre à skier, parce qu'il savait faire du ski de fond, mais il ne savait pas skier. Il a dû passer des examens comme tout un chacun, et il a continué sa carrière d'alpiniste en devenant un himalayiste de très 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 haut niveau, ce qui lui a valu son 2e piolet d'or. Et le piolet d'or, mine de rien, ça vous rend célèbre dans le monde de l'alpinisme tout autour de la Terre. C'est-à-dire que, hors du monde de l'alpinisme, il n'est personne, mais dans le monde de l'alpinisme, il est devenu une star. Et avec ce métier-là, il a réussi, dans un premier temps, à sortir sa famille en immigrant au Canada, avec femme et enfants. Et puis, quand il a obtenu la nationalité canadienne, qui lui a pris un temps fou, parce qu'il n'était jamais au Canada, puisqu'il grimpait partout, il a fini par obtenir cette nationalité canadienne, avec laquelle il a réussi à obtenir un titre de séjour en France. Et maintenant, il est guide, il habite à Chamonix,
il a refait une autre vie, il a abandonné l'alpinisme de haute compétition, juste à temps, parce qu'il sentait que ça devenait mortel, la compétition comme ça. Il exerce le métier de guide avec tout ce qu'il y a comme clientèle russophone possible, parce qu'il est célèbre dans ce milieu-là. Il parle anglais, il parle russe, il parle français. Il se déplace en vélo et il va avec des clients, aussi bien à la face nord des Drues qu'à la voie normale du Grand Paradis. Et il est arrivé au sommet du K2 la semaine dernière. Entre-temps, il est devenu bouddhiste. Donc voilà, être guide, ça peut même mener à ça, rien que pour le temps. En tout cas, Valérie Lobanov, qui est un personnage effectivement d'exception, et Denis Ducrot, signe une biographie vraiment très, très, très chaleureuse de ce jeune qui voulait s'échapper du carcan soviétique en choisissant l'alpinisme plutôt que l'usine et en trouvant une forme d'épanouissement et surtout de solidarité dans la communauté de ses amis chamoniards qui l'ont vraiment adopté. Après. Juste un petit mot, parce que ça mérite d'être signifié. Il est parti d'un monde collectiviste pour devenir une star dans un monde individualiste. Il a gagné ses galons en faisant du solo, et maintenant il grimpe avec des Russes, parce qu'il est le premier à dire qu'il n'a jamais connu un alpinisme aussi chaleureux que quand il était avec ses copains en groupe. Sauf que pour arriver où il a dû passer par des tours inimaginables. Et il est étonné de voir qu'en France, il est accueilli comme guide, tout le monde l'aime beaucoup, sauf que jamais personne ne l'invite chez lui. Donc c'est une belle histoire de vie. Une autre histoire de vie, c'est celle du personnage de Grégoire Domenac, qui lui est guide à Chamonix et fuit cette communauté pour partir sur le chemin poussiéreux de l'Asie centrale. Donc c'est un chemin tout à fait inverse, de retrouver une forme d'amitié et de solidarité loin d'une communauté qui l'avait rejeté, ou tout moins dont il voulait fuir. Bonjour à tous. Ça marche? Bonjour à tous aussi. Merci d'être présent, merci d'être venu. On est là pour parler de montagne, effectivement, et donc ce roman dont on parle, Refuge au crépuscule, se déroule pour une grande partie, effectivement, dans les montagnes du Tian Shan, qui sont les monts célestes au Kyrgyzstan, et qui se poursuivent ensuite vers la Chine. Donc c'est une chaîne de montagnes assez impressionnante, très, très belle, très différente des nôtres. On est plutôt sur des chaînes de montagnes qui ressemblent à celle de l'Afghanistan, des montagnes un peu pelées, arides, ocre, jaune, rouge, et avec des altitudes aussi très hautes. Voilà, par exemple au Kyrgyzstan, je crois que les sommets les plus hauts culminent à 7004 de mémoire. Le Khan Tengri, il y a aussi le pic communiste, le pic communisme, le pic Lénine. Et donc effectivement l'idée c'était aussi de pouvoir faire dialoguer les montagnes. Je trouve que c'est quelque chose moi, qui m'a toujours inspiré. Je ne suis pas brillant alpiniste, loin de là. J'essaie d'être assez bon skieur, je suis né à Chamonix, donc j'ai une réputation à défendre quand même. Mais effectivement de pouvoir essayer d'instaurer un dialogue entre les Alpes et entre les monts célestes, donc un territoire en Asie centrale très loin d'ici, c'était aussi un petit peu l'objectif de ce roman. À travers un personnage qui a réellement existé, qui était en cavale, qui était condamné par contumace en France, et que j'ai eu la chance de côtoyer et d'accompagner dans certains voyages au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, au Tadjikistan, dans ces pays où j'ai vécu 4 ans. Je travaillais en qualité de journaliste là-bas, à la fois pour le journal La Croix, et puis aussi pour la revue Novastan, qui est une revue franco-allemande sur tout le territoire centra-asiatique. Donc on parle de pays dont on ne parle jamais, en fait, vraiment, qui sont très méconnus en Europe. C'est un peu dommage parce que je trouve que sur le plan culturel, il y aurait beaucoup de choses à échanger, à apprendre. Ce sont aussi des territoires qui ont appartenu à l'URSS, là ça fait une passerelle avec le livre de Denis Ducrot. Il y a effectivement des pays qui ont connu cette chute brutale aussi, effectivement, de l'Union soviétique. Le Kyrgyzstan et le Tadjikistan étant les pays les plus pauvres de l'ex-URSS aujourd'hui, et qui essayent de s'adapter
tant bien que mal, on va dire, à l'économie de marché, ou plutôt à ce que Denis appelait le capitalisme sauvage, puisque c'est le cas. Et donc effectivement, dans cet effondrement, ça a permis à beaucoup de fugitifs occidentaux, de gens en cavale, de s'installer là-bas, déjà parce qu'il n'y a pas d'accord d'extradition avec l'Europe, Interpol n'agit pas sur ces territoires. Et donc, dans ce roman qui parle de fugitifs, moi ça m'intéressait de poser cette question, parce que on n'a pas tous les jours l'occasion de faire la rencontre de gens qui fuient leur pays, et lui c'était le cas depuis 14 ans, il s'était installé, il avait pris un passeport kirghize. Donc j'ai mon livre, c'est à peu près tout le contraire de l'histoire de Valérie Babanov, puisque c'est l'histoire de ces Européens. Alors en France, on estime à 7000 le nombre de fugitifs dans le monde, de gens qui ont échappé à la justice, et dont on retrouve un peu moins de 3 ou 5%. Et donc effectivement, moi, c'est le cheminement contraire. C'est l'histoire pour le coup d'un Français qui fait tout pour ne pas retourner en France, qui fait tout pour éviter l'Europe, et qui depuis 14 ans évolue effectivement dans un pays pauvre, dans un pays très différent, où lui il a dû apprendre le russe, le kirghize, il a dû apprendre une autre mentalité, se fondre là-dedans, et donc devenir, on va dire, un peu un réfugié à l'envers, si on peut dire comme ça. Donc c'est un roman qui traite à la fois de montagne, à la fois de l'exil, à la fois de la fuite, mais parce que finalement cet univers montagnard, cet univers, on va dire, qui est si particulier. Gaston Rébuffat avait eu une très belle phrase, je trouve, sur les montagnes, où il disait que c'était un monde au-dessus du monde. Et en fait, moi, ce qui m'impressionnait, c'est que c'est un univers, finalement, la montagne, où on peut être anonyme, on peut se cacher sempiternellement, comme ça, on peut échapper à tout, on peut échapper à la civilisation, on peut échapper à un tas de règles et de lois édictées par l'humain, par l'humanité, on peut refaire, finalement, on peut se réinventer une vie, on peut presque s'amputer de son propre passé. Mais c'est aussi un lieu où, finalement, sur le plan culturel, sur le plan social, les hommes sont forcés de s'adapter, sont forcés d'être humbles et sont forcés d'être modestes. C'est aussi ça que j'aime dans cet univers de la montagne. Et donc dans ce livre, j'essaie aussi beaucoup de parler de ces cultures nomades, parce qu'elles sont encore très nombreuses, notamment au Kyrgyzstan, au Kazakhstan. Alors la Mongolie est en toute place un peu moins concernée, mais au Kyrgyzstan, vous avez beaucoup de tribus qui continuent à nomadiser, à des altitudes quand même relativement hautes, à 3005, à 4000, avec, même à 4005, avec les troupeaux de moutons, avec les yourtes, les yaks, les chevaux. Et je trouve que, en fait, ça nous renvoie aussi à ce qui était nos racines, en quelque sorte, puisqu'on a tous été nomades avant dans l'histoire humaine. Et là où le nomadisme est vraiment intéressant, c'est que je trouve que c'est un mode de vie qui finalement est encore très actuel. C'est un mode de vie qui s'adapte très bien au territoire, qui essaye de bien s'adapter au climat, puisque là on parle de climat, les climats centra-asiatiques qui sont très âpres, très rudes, c'est des climats continentaux, avec des hivers longs, rigoureux, avec des températures qui peuvent descendre à moins 30 facilement, parfois moins 40 en fonction des vents de la steppe. Et ces hivers basculent dans des étés horriblement chauds et secs, très arides, où il n'y a pas de pluie pendant 4-5 mois, et des températures qui là frôlent les 40-45 degrés, c'est assez étouffant. Et entre les deux, un printemps qui est très beau, qui est vraiment sublime, rempli de couleurs, la steppe qui se tapisse de plein de fleurs, les arbres bourgeonnent, comme si la nature sentait bien qu'elle avait un mois et demi pour vraiment exploser et voilà, aller chercher toute cette énergie et ces nourritures. Donc voilà, l'idée c'était aussi de mettre en scène à travers un livre sur ces ambiances, sur ces pays, sur ces cultures, et puis sur cet homme, ce fugitif, parce que je trouve que on est tous parfois des fugitifs qui nous ignorons, mais voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire par l'intermédiaire de ce livre. On a perdu notre animateur, alors je prends le micro. Nous sommes tous des fugitifs qui nous ignorons, j'aime bien cette phrase. On va la garder et on va l'explorer. Michael, ton roman, alors c'est une histoire beaucoup plus familiale ou intime. Est-ce que tu peux nous raconter, ça se passe au Mont Blanc, on revient ici chez nous, est-ce que tu peux nous raconter les circonstances dans lesquelles tu as pu écrire ce roman? Tout à fait. Que je n'ai pas lu. Et comment as-tu su que c'était familial J'ai lu les notes. Alors, donc ce roman,
qui est proche de nous, puisqu'il se passe ici dans la vallée de Chamonix et puis aussi à l'église de Passy, donc carrément sur la commune. Il s'agit d'un narrateur attachant et touchant qui pourrait vous ressembler, en tout cas qui me ressemble, et qui est guidé. Là, moi je vais plus parler d'être guidé que du guide en lui-même, même si évidemment il y a un guide dans ce roman, un guide voilà, qui apparemment Monsieur Babanoff aurait pu l'être, puisqu'il accompagne aussi des clients sur des courses simples. Là, il s'agit de faire l'ascension du Mont Blanc. Et donc, ce narrateur est guidé par l'envie ou le désir de faire le deuil de quelque chose d'impossible, puisqu'il s'agit de faire le deuil d'une sœur attendue et non née vivante et non nommée, qu'il a décidé de nommer lui-même Marguerite. Et donc, c'est des forces, on va dire, à la croisée d'une recherche inconsciente, de sa recherche consciente à lui du deuil, des idées surnaturelles qu'on peut avoir dans des moments de transe en faisant des ascensions en montagne, qui vont le guider jusqu'au sommet du Mont Blanc avec un guide dans une ascension un peu atypique, même si le Mont Blanc, on lui grimpe dessus 300 fois par jour l'été. Cette ascension est singulière. Vous le saurez si vous lisez. Voilà, c'est un livre qui donne une autre image de la montagne et une autre image de la façon de s'accomplir et de s'épanouir en montagne. Une autre façon de s'épanouir en montagne, c'est de faire aussi l'éloge du savoir-suivre. C'est le thème de plusieurs livres de Arrigo Lessana, qui a écrit il y a plusieurs années un livre formidable qui s'appelle L'Aiguille, où il met en parallèle son activité de chirurgien et sa passion pour l'alpinisme. Et là, cette année, il publie Oser fuir aux éditions Exil, et la question posée est de savoir si l'escalade, l'alpinisme, est une fuite ou une façon de déboucher sur un autre univers. Dans ce roman, parce que c'est un roman qui a quand même une part autobiographique, c'est l'histoire d'un gars qui trouve un guide qui est un de ses amis, il est violoniste, mais c'est un bon alpiniste. Et un jour, alors que le narrateur n'a jamais grimpé, l'autre lui propose de faire l'ascension de l'Argentera, près de Cuneo en Italie, par la voie Sigismondi. Lui-même ne l'avait jamais faite, mais c'est un alpiniste très solide, et donc les deux vont grimper cette voie, qui est une voie qui n'est pas, qui a été ouverte en 1908, qui n'est pas, pour un vrai alpiniste, c'est pas la mer à boire, mais c'est quand même quelque chose. Et les deux mecs grimpent non sans mal cette voie. Et 40 ans plus tard, le narrateur a envie de retrouver cette expérience alors que son ami Mario est mort. Et donc il contacte le frère de Mario et lui dit: moi je veux retourner au refuge et éventuellement refaire l'ascension. Et donc il retrouve le frère, et à cette occasion le roman se dérive parce que le frère a ouvert un musée à Cuneo qui est le musée de la ritirata, c'est-à-dire que son père, donc le père des deux, était à Stalingrad, et quand, dans les troupes italiennes, et quand le front s'est ouvert, il a pris les gens de Cuneo, 400 jeunes soldats, et il les a ramenés à la maison. Et
2 générations plus tôt, deux ou 3 générations plus tôt, l'arrière-grand-père de cet homme, qui était avec les troupes de Napoléon à la Bérézina, a dit, a trouvé le moyen de prendre les gens de Cuneo et de les ramener à la maison en faisant 1500 km dans la neige, etc. Donc on se retrouve dans la guerre, et donc c'est une dérive dans le roman, et ensuite ils vont aller grimper au Raimondino et revoir cette ascension. Voilà la structure du roman. Voilà. Oui. Ajouter un épisode. Non, c'est très bien. Oui, une anecdote, bien sûr. Voilà, c'est la guerre. Le personnage donc le front du don est ouvert, et le lieutenant se retrouve seul la nuit. Il fait -50, il a faim, il est en train vraiment de crever, et il voit d'une petite isba, il y a une lumière, et il s'approche, il frappe à la porte. C'est un Italien, et une femme ouvre la porte, et il y a 12 soldats russes qui sont attablés et qui le regardent, et la femme lui tend une assiette de soupe. Il pose son fusil contre le mur, mange la soupe sous l'œil des Russes, il rend l'assiette, il dit « Spasiba, merci », il prend son fusil et il s'en va. C'est un roman qui amène à réfléchir. C'est un roman qui pourrait paraître sombre, mais qui repose quand même sur les principes fondateurs de la vie, à savoir la confiance et le sens des responsabilités. Mais il y a quand même une très belle référence à Jean-Pierre Vernant, qui parle de ses amis morts au combat, et qui parle de la belle mort des jeunes morts, qui sont morts au combat, et de la vie sombre de ceux qui restent. Et c'est un roman qui est troublant et qui amène à vraiment se poser des questions sur le sens de l'escalade, sur le sens de ce qui nous pousse à nous élever au-dessus des contingences du monde d'en bas. Oui, c'est vrai que cette rencontre avec Mario, alors que le personnage, bon c'est moi, n'avait jamais grimpé, au fond il y a cette structure de ce guide qui n'est pas un guide professionnel, mais qui, le client, il a confiance dans le guide parce que l'autre est vraiment costaud et il a confiance en lui, mais lui a aussi confiance dans son client d'une certaine façon. Il y a cette espèce de réciprocité où pour que ça marche, il faut qu'il y ait une bonne entente, et aussi cette idée de la confiance. Cette idée de la confiance, de la responsabilité, de la grandeur d'âme, ce qui n'est pas toujours le cas, et un certain nombre de romans donnent le frisson, comme celui de Guillaume Desmurs, qui montre que le milieu n'est pas forcément aussi idyllique qu'on pourrait le penser. Il y a aussi des personnages qui ont quelques défauts. Oui, comme nous tous d'ailleurs. Oui, alors, je ne vais pas répondre à ta question, parce que c'était pas une question, mais je trouve intéressant en écoutant les uns les autres, d'abord qu'on parle beaucoup de fuite, de fugitifs, de s'échapper. Dans tous les livres, Babanov qui fuit son pays, ton histoire de fugitif. Et je trouve ça... c'est exactement ça commence dès la première page, on sent que le personnage a envie de fuir. Et il se prépare sa fuite. Et il le dit dès la première page. Et j'ai aussi mis une citation de j'ai oublié son nom, que j'adore d'ailleurs. Je vous recommande, lui c'est un super écrivain, Éric Chevillard. Ayant évité tous les précipices, l'alpiniste disparaît aussi bien que si le ciel l'avait avalé. Donc là aussi, il est question de fuite, et notamment du personnage principal, Alex, dont on suit l'histoire d'amour avec Saskia à Chamonix. Ça se passe à Chamonix, et on suit leur histoire sur toute une vie. Il y a 3 parties, 99, 2019 et 2039.
Et je voulais vraiment situer cette histoire sur fond d'alpiniste. On parle d'alpinisme en permanence. Alors, je vous précise que moi, je suis ni alpiniste, enfin, très 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 amateur, ni guide. J'ai malgré tout grandi en montagne. Et je vis en montagne et je fais du sport de montagne, du parapente, du ski. Mais c'est un monde assez, pour moi, fascinant, mystérieux et dont je suis assez admiratif. Le monde des guides, le monde de la haute montagne, et cette histoire fascinante qui est composée de mythes. Hein. Vous allez dans les rues de Chamonix, sur la place principale devant l'église, et là vous voyez comment on transforme en mythes les histoires de montagne. Et c'est aussi de ça dont je voulais parler dans le bouquin, mais c'est plus un fond. Alors évidemment, je mets en avant les défauts des guides, parce que c'est des êtres humains, et ça me sert plutôt de fond, de toile de fond à cette histoire d'amour qui va se dérouler entre Alex et Saskia. Et voilà. Non, mais je peux continuer à en parler, Michel, moi, il n'y a pas de problème. Non, c'est un roman passionnant, donc effectivement, on peut vous le recommander tout à fait. Et ça donne une image à la fois de la montagne, mais de la vie en général, parce que ces personnages sont mis dans des situations qui sont des situations auxquelles peuvent être confrontés n'importe quelle personne dans d'autres domaines. Alors oui, une histoire d'amour, par définition, il n'y a rien de plus banal et il n'y a rien de plus extraordinaire. Donc, la situer à Chamonix dans ce monde-là, et c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, c'était une histoire de montagne, d'alpinisme qui se passe à Chamonix en ville. C'est-à-dire que là, quasiment tout le roman se déroule à Chamonix. Et ça, c'était évidemment une volonté de ma part. Parce que c'est comme ça qu'on expérimente aussi la montagne quand on n'est pas guide ou alpiniste, qu'on la regarde, on lève les yeux vers elle. Et ça se termine, je ne vous raconterai pas l'histoire, mais j'ai souvent comme retour... Je parle trop, c'est ça ? Comment il s'appelle ce petit bout de chou ? Ève. Oh, magnifique. Ah, super, ben, bravo, félicitations. Quel magnifique prénom. Le choix des prénoms, c'est toujours un casse-tête dans les romans. Alors, Alex, ça vient de... J'habite dans un village qui s'appelle Alex, voilà, à côté d'Annecy. Et Saskia, c'est un prénom que j'adore et qui encapsule plein de choses. C'est un prénom nordique. C'était le prénom de la femme de Rembrandt. Voilà. Dont on fête cette année le 390e anniversaire de mariage. Saskia et Rembrandt, voilà. Et puis, je voulais encore dire quelque chose, mais j'ai oublié, j'ai pris des notes. Oui, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce que nous racontait Denis sur la vie de Babanov, et j'ignorais tout ça. Je trouve ça totalement fascinant, et ça me fait poser des questions sur la posture de romancier, où on se doit d'inventer. Alors évidemment, quand on est romancier, tout est vrai. Tous les détails sont vrais dans un roman. Tous les petits détails, les descriptions des personnages. Alors les personnages, c'est souvent des composites de plein de gens, avec un peu de nous-mêmes, évidemment. Mais tout est vrai dans une histoire fictionnelle. Donc on déploie beaucoup d'efforts pour créer des histoires fictionnelles. Et quand j'écoute Denis nous raconter la vie de Babanov, je me dis, mais pourquoi on se fatigue ? Il y a quand même des gens qui ont des vies incroyables. Jamais, moi j'aurais pu imaginer ça. Et j'ai 2 romans précédents qui sont plus des polars, des petits polars, publiés chez Glénat, où je raconte, ce sont des enquêtes un peu assez drôles, assez caustiques dans le monde des stations de ski. Parce que c'est là où j'ai grandi, puis c'est des lieux narratifs extraordinaires. Il y a une richesse narrative dans ces lieux très bizarres, très particuliers, très uniques que sont les stations de ski. Tout comme Chamonix, hein, c'est un lieu unique par plein d'aspects. Et souvent, quand je regarde, ils sont parus il y a 4-5 ans, quand je regarde des histoires qui se passent en station de ski, je me dis, mais ça dépasse la réalité, ça dépasse ma fiction en fait. Je pensais exagérer dans mes histoires, et j'exagère pour l'humour. On crée de l'humour et on crée... les histoires fictionnelles, c'est toujours une exagération de la réalité, forcément.
sinon on s'ennuie. Et je vois, comme pour l'histoire de Balanov, que la réalité dépasse souvent la fiction. Voilà, donc ça me questionne aussi, Denis, sur ma posture de romancier, mais qui est problématique que je résous aussi en disant que un romancier, c'est comme un... D'ailleurs, Grégoire, hein, tu en parlais sur le fait que c'était appuyé sur des choses réelles, hein, parce que tu as vécu là-bas. Même les personnages sont réels ou un tout petit peu romancés? Non, ils sont romancés. Ils sont romancés, d'accord. Mais tu as rencontré un vrai fugitif. Voilà. Et en fait, de la même façon, Saskia, c'est mon expérience de Chamonix, c'est ma vision de Chamonix, c'est ce que j'ai pu y vivre depuis 20 ans. Et en réalité, un romancier, c'est un reporter, un journaliste, c'est mon métier aussi, hein, de base, qui va se servir de son expérience, mais qui va l'exprimer, la transformer, la transmettre sous forme de fiction. Donc c'est pour ça que j'insiste en disant que dans un roman, ça c'est une histoire totalement inventée. J'invente même le vainqueur d'Everest, hein, dans l'histoire, ce qu'on appelle une uchronie, c'est un temple qui n'existe pas. J'invente, j'imagine le fait que c'est un guide de Chamonix qui le premier a mis le pied sur l'Everest en 1947. Alors, c'est appuyé sur une histoire vraie, évidemment que j'ai un tout petit peu extrapolé, bien sûr, parce que c'est le privilège du romancier d'extrapoler, de remplir les zones d'ombre et mystérieuses de l'histoire. Ce que je fais avec plaisir, en tout cas d'un point de vue de romancier, dans ce bouquin. Et donc, un roman comme Saskia, tout est vrai et tout est faux. Donc c'est cet aller-retour en permanence entre la réalité, ce qu'est Chamonix, ce qu'est l'alpinisme, et puis comment, à travers le filtre du romancier, et à travers notre filtre d'émotion, notre filtre symbolique aussi, on transforme des événements, des choses, des objets en symboles qui vont être investis de choses fortes. Hein. Dans l'alpinisme, il y a la corde, enfin, il y a plein de symboles, les sommets. C'est un monde de symboles, l'alpinisme aussi, presque de pureté symbolique, qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Merci Michel en tout cas, et merci à vous d'être là pour nous écouter et discuter. En tout cas, Saskia est la double leçon d'anatomie, à la fois d'un mystère et d'un amour impossible. De la fiction à la réalité, là on passe au carnet de guide de Paul de Châtelperron et Simon Parcourt. Paul de Châtelperron est illustrateur, et il a dans ce carnet de guide réalisé de superbes aquarelles qui symbolisent la montagne et qui ont une réelle puissance émotionnelle, et puis aussi des portraits de guides, et notamment de femmes guides, puisque bon, et ça a été un choix difficile de mettre en lumière tous ces personnages qui sont entrés dans la légende de l'alpinisme. C'est vrai que dans ce livre-là, Carnet de guide, si on restait attaché à la simple fonction de guide, finalement on serait tombé dans un livre de recettes de cuisine. Parce que toutes ces personnes-là, que ce soit des hommes ou des femmes, en fait remplissent leur fonction de guide au quotidien et de manière absolument brillante et fantastique. Parce qu'ils arrivent à allier en fait la sécurité, d'amener leurs clients au bout de leurs rêves, et en même temps ils leur offrent une expérience absolument fantastique, parce que ce sont les rares personnes à pouvoir accompagner justement des gens qui viennent des vallées sur les hauteurs, et quand on est dans les hauteurs, c'est absolument magique. Alors après la sélection de ces personnes, avec Simon, on avait vraiment effectivement à cœur d'avoir un échantillon de guides qui représente au mieux finalement ce métier. Et ce métier, il a énormément évolué dans le temps, et donc aujourd'hui, on a des hommes et des femmes qui ne sont pas basés uniquement à Chamonix, mais aussi dans d'autres massifs en France, en Europe et dans le monde. Et alors voilà, nous on a fait effectivement un choix de prendre des personnes qui sont âgées, des personnes qui sont très jeunes, et aussi des personnes qui représentent leur massif. Et ça c'est très important, parce que tous ces guides
derrière, eh ben, ils ont quand même un attachement très profond pour leur territoire. Et choisir un guide, aller en montagne, eh ben, c'est aussi une super opportunité de découvrir nos montagnes qui ont toute une singularité, que ce soit les Pyrénées, le Massif central ou la Corse ou le Massif alpin. Et là encore, voilà, enfin, ce sujet-là, en fait, il est infini, parce que des montagnes, il y en a partout dans le monde. Et comment s'articule le texte et l'image? Est-ce que c'est l'illustrateur qui suscite l'intérêt de l'auteur, ou est-ce que l'illustrateur met en image les propos, non seulement de l'auteur, mais aussi des personnes interrogées qui tiennent des propos souvent très, très profonds quant au sens de la vie, quant au sens de l'engagement qu'ils ont dans leur métier? Bah, là, encore une fois, on a vraiment vécu une aventure avec Simon, parce que en rencontrant ces personnes-là, donc leur métier, c'est de guider des gens en montagne, finalement, ils sont sortis de leur fonction, et à travers leurs histoires, eh ben, ce sont leurs témoignages qui nous ont guidés. Et Simon, en recueillant ces témoignages, a commencé à esquisser des premières, un peu comme une course de montagne. Voilà, il a commencé avec ses mots à mettre un itinéraire en place sur une feuille avec sa plume. Et moi, je suis souvent arrivé en seconde cordée avec mes pinceaux pour mettre en image les propos qui nous ont été donnés par ces guides. Alors parfois, dans cette cordée, comme Simon et moi, on n'est pas du tout des guides, eh bien, on a un petit peu échangé les rôles à certains moments dans le livre où finalement le dessin a ouvert une porte, une piste. En fait, dans un travail d'illustration de dessinateur, l'objectif, c'est d'offrir au lecteur une nouvelle porte qui va ouvrir. Donc le lecteur a déjà vécu une expérience à travers des mots, il s'est déjà fait un petit peu une idée, une imagination, et le dessinateur arrive souvent pour apporter une nouvelle clé, une nouvelle porte, pour que le lecteur fasse une pause et puisse s'évader encore beaucoup plus loin. Et donc, parfois, la puissance de cette porte du dessin va du coup aussi inspirer l'écrivain. Et l'écrivain va se dire humblement, bah tiens, ça c'est une super idée, je vais la mettre aussi dans mon écrit. Et voilà, c'est à chaque fois, c'est la même chose. Moi, je me suis aussi beaucoup inspiré avec la musique des mots de Simon pour justement créer des dessins qui, comme tu disais, Michel, tout à l'heure, avaient une part émotionnelle. Oui, et Simon Parco est un grand écrivain qui a fait, l'année dernière, qui a publié un roman qui s'appelle Le bord du monde est vertical. Le bord du monde est vertical, pardon, et qui traite des excès de l'audace et des certitudes. Et je pense qu'en montagne, il faut effectivement rester humble devant les belles imprudences que l'on peut être amené à en commettre. Cela dit, c'est dans les témoignages qui sont rapportés, on a souvent l'impression que c'est la liberté qui guide les pas des personnages, des guides. Ce qui était absolument magique en fait dans nos rencontres, c'est que on toquait à leur porte, une femme ou un homme ouvrait, et puis là on avait tout de suite l'image du guide avec nous en tête, nos imaginaires, qui faisaient de ces personnes-là des personnes exceptionnelles. Mais en fait très vite, quand on s'installe autour de la table, on retombe en fait avec des hommes et des femmes. Et en effet, ça nous a permis aussi de bien comprendre qu'est-ce qui les motivait dans la vie. Et cette vertu de la liberté était très souvent mise en avant. Mais tous étaient conscients que cette liberté était fragile et que cette vertu de liberté, il faut l'accompagner de d'autres vertus pour pouvoir la laisser s'exprimer. Donc il y a, vous verrez dans ces portraits-là, la confiance, le courage, l'intelligence, voilà, ce sont des vertus qui très souvent accompagnent cette liberté et si elles sont là, bien employées, eh ben, vous pouvez faire face aux risques qui existent toujours en montagne. Et donc grâce à ça, vous pouvez mesurer justement le niveau de risque, mesurer aussi à quel niveau vous l'acceptez, ce risque,
Et après, vous prenez la bonne ou la bonne décision pour soit continuer, soit faire demi-tour. Et s'élever vers le ciel, ce qui est peut-être un thème que tu as développé dans ton livre. Merci Michel de me redonner la parole. L'accès au ciel, c'est drôle que tu aies dit ça, parce qu'effectivement, à la fin de l'ascension, avec un guide, j'aimerais juste rebondir sur ce que tu as dit, Guillaume, sur le choix des prénoms, parce que ça, c'est vraiment fondamental dans le livre, et après, je finis sur le ciel. Ce livre, c'est une question de choix de prénom. Le titre, Marguerite, c'est un prénom pour quelqu'un qui n'en a pas. Ça vient d'ici aussi, le tramway du Mont Blanc. Vous savez, il y a une 4e motrice qui s'appelle Marguerite, qui vient d'être mise sur les rails. Et ça se disait à l'époque où les prénoms n'étaient pas inscrits sur les tramways qu'il pouvait s'appeler Marguerite. Et il y a un personnage, le guide pour le coup, il a fallu le nommer aussi. Il s'appelle Pierre. J'avais pour intention de transmettre un maximum de choses que j'aime, et notamment à la montagne, l'accès à la... Et s'il s'appelle Pierre, c'est juste pour une petite anecdote, c'est que quand on passe le couloir du goûter et que des cailloux tombent, il ne faut pas dire Pierre, parce qu'on pourrait croire qu'on appelle quelqu'un, il faut dire Rox. Et donc ça fait partie des petites choses qu'on apprend. Et donc, pour faire le lien avec les questions sur le ciel, notre narrateur, donc vous avez compris, cherche une sorte de fantôme et il a l'idée, alors qu'il n'est pas de la vallée, il l'aime beaucoup, il la connaît intimement, il en parle dans les moindres détails. Ça se passe comme toi, à Chamonix, et puis sur cet axe le long de la vallée de l'Arve. Il a l'idée qu'il trouvera une réponse à sa recherche au-delà du sommet. Et la montagne, c'est aussi le point de passage entre, alors notre narrateur dit, le monde des vivants et le monde des morts. Et donc il a l'idée que quand il sera au sommet et qu'il pourra toucher l'au-delà et avoir accès à cette sœur, dans cet intervalle très léger qui est la crête la plus élevée. Cela dit, s'élever, ce n'est pas se mettre au-dessus des autres. Je pense que c'est trouver d'autres satisfactions dans le fait de grimper. Et ce n'est pas toiser la vallée de son regard altier. Oui, c'est compliqué. Hein. Pourquoi j'ai toujours des questions comme ça, sans préparation? Non, regardez la montagne. J'aime bien l'idée de fuite. Sauf que, c'est vrai, les alpinistes sont des grands fuyards, les marins de haute mer sont des grands fuyards, parce que quand on voit le monde qui nous est proposé, c'est reposant d'avoir affaire qu'à la nature. Il y a des fuites qui sont cachées, et puis il y a des fuites qui cherchent à se montrer. Babanov, lui, il partait, c'était pas vraiment une fuite, mais il n'avait pas sa place dans un endroit qui s'effondrait, donc il partait, il voulait être vu. Et la notion de roman m'interpelle particulièrement, parce que je m'y suis essayé au style romanesque, mais chaque fois avec, bien sûr, une projection personnelle énorme, puisque le premier roman, je l'ai construit sur une expédition que j'avais vraiment vécue, dans laquelle j'ai introduit une histoire fictive pour voir qu'est-ce qui se serait passé si. Le deuxième, c'était une histoire sur un guide à Chamonix. Et là, la vie de Babanov, elle m'a paru tellement romanesque que je suis allé le voir en lui disant: est-ce que tu m'autoriserais à écrire un roman à partir de tes données? Puis on a rigolé tous les deux parce que ça ne menait absolument nulle part. On ne peut pas écrire un roman sur un personnage vivant tellement unique qu'il n'y a que lui qui a vécu ça. Donc ça devient faux. Et c'est comme ça qu'on est passé à la biographie avec son autorisation, parce que le roman était impossible.
Et de toute façon, il n'aurait pas été sans doute aussi riche. Ce qui est intéressant quand même, c'est que quand on a une expérience de guide vis-à-vis de quelqu'un qui a été guide dans son système à lui, qui veut devenir guide dans mon système à moi, qu'on a une expérience d'himalayiste, parce que j'y suis allé aussi, le risque de projection est parfois très fort. Et quelquefois, quand il me racontait quelque chose, je notais, je rédigeais au plus tôt, puis le rendez-vous suivant, je lui disais en gros ce que j'en avais déduit, parce que j'essayais de dépasser les simples faits qu'il me racontait, de faire des liens. Des fois, il me disait non, non, c'était pas ça. Et alors je corrigeais, et puis d'autres fois, il me dit ah ben tiens, j'y avais pas pensé. Parce que je lui proposais une lecture de sa propre vie sur des rapprochements politiques, philosophiques, de pure sympathie entre nous, puisque je le connais depuis le début de sa venue en France. J'avais la chance, en vivant avec une russophone férue d'histoire, de connaître de l'intérieur ou presque cette évolution politique du pays, de rencontrer des gens qui la vivaient de façon différente. Et là, j'étais en face d'un phénomène unique qui se proposait de rejoindre quelque chose que je connaissais bien. Donc voilà, la problématique entre la projection personnelle dans le roman et le documentaire véritable, c'est toujours une limite où on doit faire attention à n'être que vrai, mais pas plus que vrai. Enfin, ça m'intéresse. Avec une élévation physique et une élévation morale, Arrigo. Non, oui, juste un mot au sujet de cette idée de... Ça marche, il faut mettre plus proche de la bouche. Faire ce qu'il fallait. Non, c'est juste un mot au sujet de cette idée de fuite, parce que la fuite en montagne, la fuite dans la guerre, il y a quelque chose un peu qui m'a semblé un peu métaphorique par rapport à la vie. Et au fond, la fuite, c'est aussi la nécessité de rester soi-même. Et parce que il est des moments où il y a des occasions de sombrer dans la sauvagerie. Et la fuite, parfois, c'est cette façon une possibilité de, éventuellement, quand on a la chance de pouvoir le faire, de rester soi-même, c'est-à-dire de pouvoir rentrer chez soi, de regarder les siens sans... Voilà. Mais fuir, c'est aussi une autre façon de s'ouvrir au monde, n'est-ce pas, de voir les personnages finalement à la découverte les uns des autres dans des pays lointains. Ouais. Alors, c'est une table ronde sur le thème de la fuite, vous avez compris. Pour avoir échangé effectivement avec un type en fuite, je crois que ce qui dénote aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas de fuite à un certain moment donné sans l'aide d'autrui. Et effectivement, on fuit parce que soit il y a un contexte d'urgence, voilà, lié à un drame ou autre, mais qu'en gros, il faut prendre la tangente et il faut partir subitement. Et en fait, je pense que pour qu'une fuite se réalise effectivement, alors dans un cadre vraiment où l'entend, c'est-à-dire fuir la justice, ou fuir son pays, ou voilà, fuir la guerre, ou fuir un événement climatique ou autre, effectivement, ça suppose aussi à certains moments donnés qu'on ne peut pas faire tout seul. Et donc, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant de passer par la fiction pour parler de la fuite, parce qu'on parle aussi de ça, c'est que de passer par la fiction, de transiter par la fiction, permet parfois de dire des choses de manière plus réaliste sur le réel. Et ça, je pense que c'est important. C'est aussi pour ça qu'on écrit des romans, et c'est pour ça que vous les lisez, enfin, moi j'espère, mais c'est que tout comme un roman n'existe qu'à demi s'il n'y a que celui qui l'écrit, il faut qu'il y ait aussi celui qui le lise, enfin entre-temps celui qui le publie et qui le diffuse, mais c'est qu'effectivement il faut de temps en temps, voilà, savoir s'appuyer aussi sur l'autre pour continuer de grandir et pour réussir une forme d'exil, à commencer par un exil intérieur. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans l'idée de construire une histoire, de raconter l'histoire, soit de personnes qui ont réellement existé, soit de personnes qui ont existé et dont on a ensuite un petit peu sculpté le destin et dont on a romancé l'existence.
soit encore mieux, c'est-à-dire d'avoir, encore mieux, je sais pas, mais en tout cas d'avoir inventé complètement des personnages. Mais c'est que je crois qu'il y a cette idée prépondérante de pouvoir essayer de dire des choses autrement, de dire des choses peut-être avec une sensibilité peut-être un peu plus fine que parfois ce que le réel peut nous amener à voir ou à ressentir. Et donc pour terminer sur cette idée de la fuite dans un roman, c'est que il y a toujours une dimension un peu romanesque dans l'idée de la fuite. On voit toujours un peu le fuyard comme... ça nous interpelle parce que tout le monde n'a pas osé fuir ou tout le monde n'a pas été contraint de fuir. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que aussi ça dit des choses très profondément sur nous-mêmes, sur l'idée de vivre et de mourir. C'est aussi, par effet de miroir, je dirais, ce qui est une vie humaine. Et je crois que quand on écrit, on cherche à parler vraiment de l'humain. Et c'est ça, cette idée de la cavale, de la fuite, de l'exil, en fait, nous renvoie à beaucoup de choses et à des choses même prééminentes par rapport à la vie. La constante de tous vos livres, c'est aussi de prendre conscience de la finitude. Mais au-delà de la fuite, il y a aussi des moments de retrouvailles, notamment dans le livre de Guillaume. C'est déjà sérieux notre discussion, mais merci. Tu as mis en mots ce que j'essayais de raconter tout à l'heure et que je n'arrivais pas à raconter, c'est à quel point, dans un roman, on raconte la réalité. Et en t'écoutant, en vous écoutant, je me dis, mais finalement, dans Saskia, moi j'ai été journaliste, et j'ai beaucoup écrit sur la montagne, et j'ai l'impression de mieux parler de la montagne dans un roman que dans des articles. Et un roman, le travail qu'on fait en tant que romancier, finalement, c'est de concentrer la réalité. Et on propose dans un roman une version concentrée de la réalité, qui, me semble-t-il, est plus juste, de mon point de vue, est plus juste par rapport à ce que je ressens et ce que je veux raconter. Et donc le roman, c'est un détour qui nous permet de mieux parler de la réalité. Voilà. Donc je te paraphrasais et je suis d'accord avec toi. Et puis sur la notion de fuite, je m'en étais pas rendu compte d'ailleurs, et c'est intéressant quand un roman est libéré dans le monde et passe dans les mains des lecteurs, il est interprété parfois dans des directions pas du tout prévues. On m'a raconté des choses, je dis mais moi j'ai pas du tout voulu mettre ça dans mon roman. Je tombe des nues, je suis pas comme ça, j'ai pas voulu mettre ça. Et pourtant c'est ce que ce lecteur, cette lectrice a perçu. Et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais raconter, la fuite. La fuite, je me rends compte en vous écoutant que finalement, c'est le fil conducteur, ou la fuite conducteur, le fil conducteur de tout le roman. Mais ce n'est pas une fuite stérile ou une fuite vaine, et je pense qu'il faut peut-être garder ça en tête, c'est que la fuite, elle peut être constructive, et qu'on peut s'échapper. Et la montagne nous aide à ça. Encore une fois, le ciel nous avale, nous emmène, et ça aussi, c'est un thème, je l'ai réentendu dans vos bouches. La montagne, c'est un lieu parfait pour fuir, pour s'échapper, pour être seul. Mais elle nous apprend surtout à revenir dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant dans cette fuite en montagne, tel que je le vois, c'est qu'elle nous autorise à fuir, elle nous autorise à nous abstenir du monde pendant un moment, mais il faut revenir. Et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est dans ce retour-là, moi c'est ce retour-là qui m'intéresse. Quand on revient de la montagne, quand on revient de cette fuite que nous a permis la montagne, les sommets, les faces verticales, qu'est-ce qui se passe quand on revient? Parce qu'en général, on revient toujours. Et comment ça marche aussi dans une histoire d'amour? Partir, revenir et surtout se retrouver et témoigner comme l'ont fait les guides interrogés par Simon et Paul. Ces témoignages sont très forts parce qu'ils portent sur la connaissance de soi-même, sur la confiance qu'on peut mettre dans les autres, sur la distinction qu'il peut y avoir entre le plaisir de l'alpinisme et puis les difficultés du ressenti du secouriste, par exemple. C'est bon, vous m'entendez? Oui.
Bah oui, la notion de témoignage, elle est au cœur des préoccupations du guide. C'est vrai que un de ses objectifs aussi, c'est de permettre à ses clients de rentrer avec évidemment plein de souvenirs, et puis qu'ils puissent aussi témoigner de la beauté de la montagne d'une part, et puis aussi des efforts qu'il a dû déployer, mettre en place, la relation qu'il a pu tisser aussi avec son guide. Et en fait, finalement, c'est la meilleure promotion pour le métier de guide. C'est toujours le retour d'expérience qu'ont les clients sur leurs courses. Et c'est vrai qu'un bon guide, c'est un guide qui sait passer aussi, qui sait faire grandir les émotions, mettre des mots aussi sur ces choses-là. Et ils ont chacun en fait un style très particulier. Dans les guides qu'on a pu rencontrer, il y avait notamment Antoine Quérol qui, lui, avait vraiment un souci de montrer à ses clients que, regardez, cette arête-là, ce sommet-là a été réalisé à tel moment par telle personne. Et voilà, lui, sa mission dans le témoignage, c'était justement de transmettre l'historique. Après, il y a d'autres guides qui vont être beaucoup plus contemplatifs. Vont dire wow, regarde cette belle lumière, regarde voilà cette facette. Il y a d'autres guides qui vont raconter peut-être une autre activité, par exemple un guide cristallier qui va montrer à ses clients une spécificité dans la montagne. Donc voilà, en fait ce métier-là, c'est aussi l'occasion d'ouvrir les horizons. Effectivement, ils arrivent au sommet, donc ils ont une vue incroyable et puis des perspectives folles. Mais en fait, à chaque endroit de la montagne, on peut s'arrêter, on peut témoigner de quelque chose de très particulier. Et en fait, c'est aussi une invitation à vivre vraiment au temps présent, de s'écouter constamment, que ce soit son corps, où j'en suis physiquement, est-ce que je suis encore capable d'aller plus loin. Et c'est aussi en fait s'arrêter, descendre un petit peu aussi, quitter son côté physique, mais descendre aussi un petit peu dans son esprit, pour pouvoir aussi se nourrir de toutes ces choses incroyables qu'il y a autour de vous. Et puis, il peut y avoir aussi des guides qui n'ont plus envie d'y aller, mais qui y vont quand même, pour des raisons économiques, comme vous le dites dans ce livre. Voudriez-vous poser des questions à nos amis? Oui. Juste une remarque sur le thème en fait, de votre table ronde, où on parle de guide, mais on parle beaucoup de fugitifs. Et c'est pas très compatible. Le guide, il mène son client encordé, et ce client, il ne peut pas fuir. Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait pu presque orienter ce débat dans ce sens-là. Alors, Guillaume me montre un texte de Romain Gary qu'il a mis en exergue de son livre. Les grimpeurs ne trouvaient rien de plus délicieux que de se balader au bout d'une corde pour se sentir vraiment libre. En fait, le thème de la conversation a été fondé sur les différents écrits de nos invités. Donc voilà, c'était quand même un sujet qui était assez commun à nos ouvrages. Il faut bien trouver un sujet d'échange. Et effectivement, hier, on avait une table ronde avec qui insistait davantage sur la solidarité, l'esprit d'équipe, etc., la volonté de faire ensemble une œuvre esthétique et éthique. Peut-être aussi qu'on a participé à Halloween. Au fond, on a quand même rétabli disons, l'image du fuyard, qui n'est plus un paria. Maintenant, peut-être qu'on a participé à ça, non? C'est aussi une forme de liberté. Oui. Et chrétien. Non, il venait à l'esprit parce que là, on parle de choses réelles, etc. Puis il y a le roman qui revient toujours. Et ça me rappelle que Faulkner disait que pour écrire un roman, il faut de l'observation,
de l'expérience et de l'imagination. Oui, moi j'ai trouvé que, déjà merci pour cet échange fort intéressant, et puis j'ai trouvé tout de même que toutes les œuvres présentées nous montraient une vision très optimiste de la fuite, parce que pour moi la fuite c'est aussi la fuite suicidaire, et je pense qu'elle est présente chez un certain nombre de personnes qui vont dans des lieux très dangereux, en sachant que peut-être ils ne reviendront pas, ce qui est malheureusement le cas pour ceux qui prennent beaucoup de risques, ou alors ceux qui n'ont pas suffisamment d'expérience. Et je pense qu'il y a quand même un côté suicidaire chez un certain nombre de pratiquants dans le pays. Oui, mais dans cet éloge de la fuite que l'on fait à un certain nombre de nos invités, il y a aussi le fait d'apprivoiser le réel et de trouver un sens à la vie qui est la leur. Et c'est le droit, et c'est le droit et le talent de l'auteur que effectivement le mettre en œuvre. Mais ce ne sont que des visions optimistes qu'on a entendues. Mais c'est très bien. Ah oui, vous avez raison. Dans le mot fuir, il y a aussi fuir les responsabilités, fuir les problèmes du monde. Ça me pose problème. Si je fais une sorte d'éloge de la fuite, encore une fois, ce qui n'était pas du tout ce que je cherchais à faire dans ce livre, mais je m'en rends compte. Oui, fuir ses responsabilités, fuir le monde, c'est quand même pas génial. Et puis la liberté, pour moi, elle ne se construit pas tout seul. C'est pas une affaire d'un individu tout seul. La liberté, parce que c'est ce qu'on recherche en fuyant, elle se construit ensemble. C'est un cadre collectif qu'on construit ensemble, la liberté. Donc il y a cette ambivalence dans l'idée de fuir, hein, bien évidemment, vous avez raison de le rappeler. Et moi, je préfère parler. C'est pas une question d'être optimiste. C'est une question de conception de la vie ensemble, et qu'on a le droit de fuir, on doit se permettre de fuir par toutes les façons. On peut aussi prendre des drogues pour fuir la réalité, c'est une autre façon de le faire. D'une certaine façon, un romancier il fuit la réalité, puisqu'il invente une réalité différente, il invente des personnages, il s'invente des histoires. Un romancier il s'invente un jeu avec des règles du jeu différentes. Donc je fais évidemment l'éloge de la fuite de chacun à sa façon. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut revenir. Et en fait, la fuite, elle nous éduque, elle nous renseigne, elle nous apprend des choses qui doivent nous servir quand on revient. Parce que la fuite ultime, c'est le suicide. La fuite ultime, c'est la mort provoquée. C'est-à-dire, on décide de mourir. Ça, c'est la fuite ultime. Et voilà, c'est pas, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que c'est de ce dont on parle dans le roman. Au contraire, c'est plutôt la fuite comme une inspiration pour vivre mieux et pour s'enrichir les uns les autres. Je le verrais plutôt comme ça. C'est très bien d'écrire dans ce sens. C'est vrai que ma remarque, finalement, est très pessimiste et négative. Oui, mais c'est aussi ce que vous avez. Vous avez raison, c'est aussi la vie humaine. Hein. On n'est pas toujours entouré de beauté, d'idées généreuses. Et c'est aussi quelque chose que je revendique dans ce bouquin, comme dans le travail que je peux faire sur la transition des stations de sport d'hiver. Je travaille beaucoup sur le sujet. Et j'écris aussi. D'ailleurs, mon prochain bouquin sort en février chez Guérin. Il sera consacré aux Jeux Olympiques 2030. D'un seul coup, il y a plein de gens qui se grattent la gorge dans ça. C'est ça. Et je revendique le droit, et ça c'est un truc de journaliste, Grégor, tu me reconnaîtras peut-être, ou c'est un truc, pas de journaliste forcément, mais je revendique le droit de à la fois être admiratif et être critique. C'est-à-dire à la fois de considérer que la fuite, c'est dégueulasse, voilà, quand on a des enfants et qu'on fuit la responsabilité d'élever ses enfants, je trouve ça dégueulasse. Voilà. Et en même temps, je revendique le fait sur des gens, sur des situations, des lieux, des événements, je revendique le droit à la fois de pouvoir être admiratif de certaines actions et puis en même temps d'être critique. On doit pouvoir tenir ces deux
choses en même temps. Et c'est pas toujours facile. Quand par exemple, dans une conférence il y a 15 jours, je critique, enfin en tout cas, j'estime que les municipalités sont incompétentes dans les stations de ski sur le sujet de la transition, ou plutôt qu'elles n'ont pas les compétences nécessaires pour mener, c'est plutôt ça, elles n'ont pas les compétences nécessaires pour mener et pour faire face aux enjeux existentiels qui pèsent sur nos stations de ski, comme ici, tout autour. À la fois, je dis ça et je l'assume, vous n'avez pas les compétences, et en même temps, je suis admiratif du fait que vous vous présentiez aux élections, que vous soyez élu, que vous décidiez de devenir maire, et il faut qu'on vous soutienne, et il faut qu'on vous préserve, il faut qu'on vous aide. Voilà. Donc, je reviens à notre sujet de la fuite, mais c'est pareil. Une réflexion, elle est beaucoup plus riche, me semble-t-il, si on pense comme ça. De toute façon, c'est votre rôle de journaliste. Voilà, d'autres questions? Oui, une question pour les carnets de guide. Alors, tu disais justement que la sélection que vous avez faite, la sélection que vous avez faite sur les personnages que vous décrivez, c'est lié soit à au fait qu'ils sont liés à une montagne ou un massif, soit parce qu'ils sont des personnages qui sont bien connus dans les milieux. Ça m'intéresse les femmes. Parce que la question aujourd'hui, c'est caricature. On a deux femmes qui sont rentrées dans le monde, dans les cœurs des Chamonix, en général dans l'histoire de l'alpinisme. Il y a une jolie fille de bistrot qui s'appelle Marie Paradis, qui n'était pas guide. Il y a Milady et Henriette, et on arrive jusqu'à Catherine Destivelle. Donc les choix que vous avez faits sur les femmes, c'est plutôt l'image qu'ils ont à côté d'une montagne ou l'image parce que vraiment ils sont des guides hyper connus dans les milieux. Alors pour répondre, je vais commencer par la deuxième partie de votre question. Je vais commencer par la deuxième partie de votre question. Quand on rencontre un homme ou une femme dans sa fonction de guide, c'est impossible de faire la différence. Honnêtement, certes, on a pris des femmes qui sont aujourd'hui très présentes sur les réseaux sociaux parce qu'elles réalisent en fait, à côté de leur pratique de guide, ce qu'on appelle en montagne être amateur, toujours être amateur. Certains vieux guides, d'ailleurs, nous disaient que c'était très important en fait de garder cette pratique d'amateur parce que c'est ce qui vous permet de toujours être au niveau physique, d'être toujours en montagne, parce que la montagne elle change constamment. Si vous n'êtes pas tout le temps en montagne, vous ne savez pas que cette voie-là, entre il y a 2 jours et aujourd'hui, ben voilà, elle a changé. Donc il faut, et puis c'est toujours être rapide dans les manipulations, etc. Donc en fait, il faut pratiquer. Bon, donc honnêtement, pour faire la différence entre une femme et un homme, quand elles sont dans la fonction, il n'y a franchement aucun problème. Dans le livre, justement, on avait envie de prendre 2 femmes, Lise et Fanny, Lise Billon et Fanny Schmutz, qui sont toutes les deux, en effet, très reconnues pour leurs exploits sportifs. Elles sont très très fortes. Moi, je me marrais parce que en ayant une discussion avec Fanny, je fais un peu d'escalade et tout, et puis elle me dit franchement, 7C, en dessous, il n'y a pas besoin de s'entraîner. Je dis, écoute, c'est gentil, mais... Donc elles sont très très fortes. Après, on a eu à cœur aussi avec Simon d'interviewer Marion Poitvin, qui est aussi une fille qui est très très forte en montagne, mais qui, elle, en fait, utilise le métier de guide pour exprimer certaines convictions. Donc voilà, on peut être ou ne pas être d'accord avec ce qu'elle dit et puis avec le combat qu'elle mène, mais néanmoins, on peut quand même lui dire bravo sur justement prendre ce métier, qui est un métier aujourd'hui mis sous les projecteurs, parce qu'il véhicule plein de vertus qu'on aimerait avoir dans nos sociétés. Et ben, elle utilise cette scène-là aussi pour s'exprimer. Et enfin, la 4e personne, Laetitia Chaumette, qui elle est inspirante guide. Ça veut dire qu'elle est dans le processus pour devenir guide, et elle est bergère à côté de son métier de guide.
Donc voilà, vous verrez dans les portraits, il y a vraiment un panel qui les représente. Et encore une fois, dans la fonction de guide, c'est très dur de les différencier. C'est uniquement en rentrant, en regardant plus la médaille de guide, mais en regardant l'âme des gens, que là vous allez dire, ah oui, en effet, il y a une sensibilité qui est différente et un style qui est différent. Et puis nous devions recevoir Rémi Fier qui a signé une biographie de Karine Lebuy qui était également là. Donc on arrive au terme de cette rencontre. Donc je vais demander à chacun de nos invités quels sont leurs projets et quelles sont peut-être aussi leurs définitions du niveau de guide. Grégoire. Là on n'a plus tellement le voir. Très vite. Très rapidement. Au tout début, quand il avait dit à propos de cet homme tellement bien accueilli à Chamonix, qui a vraiment pris sa place, vous avez fini en disant mais il n'a jamais été invité chez personne de tous ces gens qui viennent de Twitter, etc. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? J'ai pas réfléchi, si ça fait Non, mais il n'a pas et ça me parle. Il a été question tout à l'heure de construire la liberté à plusieurs, que la liberté c'est quelque chose qui ne se vit pas que individuellement. Et c'est vrai que Valérie Babanov, il est passé d'une sorte de liberté consentie dans un domaine qui était d'idéologie collective, et pour exister dans le monde tel qu'il s'est présenté à lui avec l'âge qu'il avait, il a dû devenir plus individualiste que d'autres. Et il est le premier à reconnaître que dans le monde individualiste dans lequel il a fait son trou, et il cherchait ça, puisqu'il habite à Chamonix maintenant, il vit comme il avait décidé de le faire, il n'a pas rencontré la chaleur qui pouvait exister dans l'alpinisme de ses débuts. C'est tout ce que je peux dire. Moi, après, c'est une affaire idéologique, qu'on croit ou pas à la tentative communiste, à la manière dont elle s'effondre par endroits et où elle devient fasciste dans d'autres. Ça, après, c'est son histoire. Mais son ressenti, c'était ça. Et on a beaucoup de réponses à cette question dans le très beau livre de Denis Ducrot, qui à la fois est un livre sur la montagne et sur l'alpinisme, mais qui est aussi un livre qui montre la vie d'un homme, le roman de toute une vie. Donc, quels sont vos projets? Quelle est la définition de vos guides et surtout quels sont tes projets, Grégoire? Voilà, c'est la dernière. Pour mes projets, ils sont de continuer à écrire. Enfin, c'est un place d'un exercice aussi périlleux qu'une ascension de l'Himalaya, mais c'est très fastidieux, mais c'est ce qui me porte et ce qui m'attire vraiment. Donc voilà, d'essayer de continuer à construire et à échafauder des romans, c'est ce qui me fait vivre en un sens. Voilà, quant à la notion de guide, je crois que ce que j'aime beaucoup aussi, c'est effectivement cette dimension, parce que pour en avoir côtoyé aussi un certain nombre du côté de Chamonix, mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette humilité vraiment qui se dégage de ces métiers-là, de ces professions, de ces vocations même. Il y a un côté presque prophétique parfois dans l'idée comme ça de partir dans la montagne. Je crois qu'aussi, il ne faut pas omettre une chose, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais les montagnes partout, qu'elles soient dans le monde, sont une univers qui ont été découvertes tardivement, enfin, au sens de l'alpinisme, je veux dire, mais que ce soit en Asie centrale comme en Europe ou autre, enfin, les premières ascensions sont quand même liées aux 2 siècles qui nous précèdent, ce qui est quand même très peu au regard de l'histoire du temps, si on compare avec d'autres activités comme l'activité maritime et autres. Et ça, c'est quelque chose, enfin, pareil, que j'ai retrouvé beaucoup à l'étranger, où enfin, la montagne faisait peur, elle fait encore très peur. Et j'aime bien parce qu'il y avait un jour un berger qui pratiquait quand même un peu l'alpinisme au Kyrgyzstan, mais avec des moyens très rustiques, très rudimentaires, et qui m'avait dit cette phrase que j'avais gardée, parce qu'il emmenait beaucoup d'étrangers en montagne dans les sommets. Et il avait dit les montagnes sont des barrières géographiques, elles sont des barrières politiques, mais elles sont avant tout des barrières mentales pour les hommes. Et je trouve que c'est très vrai. Toi, Guillaume, tu disais que c'est aussi l'idée de revenir, l'idée d'avoir ce chemin du retour, mais c'est aussi l'idée de gérer ces barrières mentales-là, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les guides aussi, et
j'essaye à ma manière, je pense, de décrire un peu comme parfois les guides emmènent leurs clients en montagne. J'essaye d'emmener les lecteurs. Merci encore à vous. Admiration partagée par Paul. Alors, non, mais pour répondre effectivement à la question qu'est-ce qu'un guide, ça va être tout simple. Hein. Pour moi, c'est juste quelqu'un qui, par amour des gens, vont les emmener en fait dans des endroits qui vont les faire élever. Et alors moi, pour mes projets à venir, c'est la peinture. Je prépare une exposition à Paris au printemps 2025, où ça ne sera pas forcément de la montagne. Je vais explorer d'autres horizons. Moi, je voudrais juste rapprocher l'idée du guide, peut-être à celle d'un maître qui laisse une trace chez les gens. Quant à mon projet, c'est d'écrire un autre roman qui se passerait en ville, dans lequel il n'y aurait pas de voyage, qui serait assez ennuyeux, mais en même temps très addictif. Pour moi, le guide, c'est une figure qui mêle à la fois imaginaire, réel et symbolique. Et mon projet, c'est de vous rencontrer individuellement tout à l'heure ici. C'est mon projet court terme. Je dirai plus tard le long terme. Merci. Et puis, un guide, finalement, c'est ni plus ni moins qu'un professeur, un moniteur. Vous avez un professeur de piano, c'est comme un guide, c'est à peu près la même chose. Il va vous ouvrir des portes, il va vous aider techniquement à progresser. Un moniteur d'escalade ou un moniteur de parapente, il va vous accompagner, il va vous tenir la main, il va vous permettre de faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire, vous avez des peurs de faire, il va vous sortir de votre zone de confort, il va vous ouvrir des espaces de la réalité et de votre propre corps aussi, façon d'être dans le monde. Donc c'est comme un professeur, voilà. Et puis dans mes projets, il y a donc la fin de l'écriture cet été du livre sur les Jeux Olympiques 2030, apparaître. J'adore, il y a des mots comme ça qui font toujours réagir. C'est un sujet passionnant puisque au-delà de cette candidature dont on sait très peu de choses, hein, puisqu'elle était menée par quelques personnes, qu'est-ce que ça raconte de nos territoires de montagne? Voilà, ça, c'est la deuxième partie du bouquin. Je termine aussi un polar à 4 mains avec Hervé Baudot, chez JME Édition. Donc vous aviez peut-être lu Salade russe au Mont Blanc. Ben voilà, c'est la suite avec certains des mêmes personnages. Sur le même principe de cadavre exquis, chaque auteur écrit un chapitre. On n'a pas le droit de se parler. Alors on parle piano avec Hervé Baudot parce qu'on partage cette passion du piano jazz, qu'on a le droit de parler de ça. Par contre, on ne parle pas du tout du roman. Et donc depuis 1 an et demi, on s'envoie régulièrement un chapitre. Et puis à partir de ce chapitre, on doit continuer l'histoire. Donc je ne vous dis pas le défi quand vous êtes romancier, vous avez l'habitude de tout maîtriser, c'est vous qui décidez. Là, vous avez quelqu'un d'autre, un partenaire avec qui jouer. Donc c'est vraiment passionnant comme exercice. J'ai un projet de livre chez Glénat aussi, dont je vous parlerai peut-être l'année prochaine. Et puis, je suis dans les finitions d'un roman qui ne se passe pas du tout en montagne, mais qui se passe sur une île, les îles Féroé, qui parle beaucoup de mer. Voilà, je ne connais absolument pas la mer, je nage très mal, je ne suis pas marin. Mais voilà, c'est un autre lieu fascinant, l'île, aussi un lieu de fuite. Et j'ai un projet poétique aussi, également en cours en ce moment. Je suis en vacances là, et j'en profite pour écrire. Journaliste multicarte. Denis ? Bref, moi, mon projet, c'est de me faire opérer des genoux parce que je ne peux pas marcher. Peut-être que je trouverai le temps d'écrire, mais je ne sais pas encore vraiment quoi. J'ai adoré le métier de guide, mais vraiment très fort. La seule chose qui m'en a un petit peu écarté, c'est que je trouvais qu'on parlait trop de montagne. Donc j'essaye, parce que j'ai filmé, parce que j'ai écrit, de dire que être un guide, c'est aimer son métier, de le faire correctement, en liberté, mais avec des contraintes. Et surtout s'évader aussi un peu de montagne, parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a aussi la mer, et Denis la connaît parfaitement. En tout cas, je vous remercie.
de votre attention. Je remercie tous nos invités de nous avoir fait pénétrer l'univers de ces légendes et de nous avoir permis de pénétrer aussi le versant intime de leurs personnages d'exception. Donc merci à vous et je vous invite à... Je vous invite à retrouver nos auteurs sur la...